De même que l'existence précède l'essence, le débat d'orientation budgétaire précède le budget avec une régularité de métronome. Ce document habituel et la communication qui l'accompagne ne dérapent pas dans sa forme, dans son style, de ceux que j'ai pu vous présenter ici même. Alors, arrêtons-nous sur le fond pour en noter les absences et les différences. La première des différences, c'est la fin de la baisse des dotations. Après la chute de 2010 à 2017, que montre très bien le graphique, les dotations se stabilisent. Et pour la deuxième année consécutive, car le nouveau gouvernement a interrompu cette réduction drastique dont nous nous plaignions tant. Est-ce à dire que vous voilà reconnaissante de ce choix heureux qui change tout pour nous? Que nenni, vous avez pour le moins le sens de la litote, très développé, puisque vous écrivez que la baisse des dotations ralentit. Cette formulation m'a choqué. Comment peut-on comparer une baisse de 40 millions sur 2 ans avec le milliard que nous avons perdu en 5 ans? En plus, cela se lit dans vos propres tableaux. Certes, les péréquations augmentent, mais là aussi, à un rythme moins soutenu que ce que nous avions connu précédemment. Il y a une forme de malhonnêteté intellectuelle dans cette présentation, et je le dis, la rédaction ne reflète pas la réalité. La deuxième des différences de fond, ce sont les économies. La contractualisation ne vous contraint pas tant que ça. La maîtrise des dépenses conduisait à Paris à une hausse de toute façon, inférieure au 1,14% prévu avec l'État. Nous faisions moins dans le passé, une année avait même connu une légère inflexion hors péréquation. Cette maîtrise continue d'être nécessaire et elle se poursuit. Je note quand même moins d'ambition dans les économies. Vous avez ouvert les robinets depuis les annonces de janvier, en revenant sur des décisions que vous aviez vous-même prises, et vous ne faites plus montre d'ambition sur les réformes. Vous avez, par exemple, annoncé tout de go la gratuité des transports. Difficile de lire la moindre piste dans ce document, sans doute un exécutif tiré du côté des groupes communistes, verts et générationnels, pèse-t-il de tout son poids pour brider l'innovation, y compris les externalisations ou dans la gestion des ressources humaines. Le mot d'ordre est désormais de ne plus toucher à rien, échéance municipale et fragilité de la coalition oblige. Bien sûr, à côté de ces nouveautés malheureuses, les constantes ne m'échappent pas. La très bonne tenue de la fiscalité immobilière qui va se maintenir, le Brexit et les Jeux Olympiques renforçant l'attractivité foncière de la ville. Quant à la réforme du stationnement, vous savez que je l'assume, même s'il faudra raconter un jour comment le choix des entreprises s'est opéré. J'ai la conviction que d'autres entreprises auraient peut-être fait mieux, mais le Code des marchés publics est une épée de Damoclès sur la tête des élus. Sous la menace et la peur de mal faire, ils sont fort contraints dans les décisions, je l'assume, je le dis. Nous avions eu raison, des places de stationnement se libèrent, mais réussir cette réforme nécessite de la surveiller comme le lait sur le feu, c'est-à-dire en la pilotant finement. Elle requiert un suivi continu. Pourquoi ne pas distribuer chaque mois, en première commission, un nouveau graphique, celui de ces recettes de stationnement, vu les montants en jeu et l'importance de cette réforme? Autre constante, sans réelle évaluation hélas, la ritournelle selon laquelle le logement constitue la première des priorités. J'ai été élu sur une liste qui le proclamait, je ne suis pas du genre à le renier. Mais après 4 ans et demi, n'est-il pas temps de faire un bilan, d'évoquer posément les résultats obtenus? Nous annoncions fièrement plus de 3 milliards de dépenses sur le logement, mais c'était sans compter sur l'arrivée d'Airbnb. N'est-ce pas l'occasion de reposer le débat? L'adjoint au logement, mélangeant allègrement avec le talent indéniable qu'on lui connaît ses casquettes, va au bout d'une logique communiste de ce point de vue-là, puisque la réalité nous déplaît, interdisons-la. Le gouvernement a avancé sur la régulation des plateformes grâce à la loi Elan. Vous-même, vous avez formulé des demandes, Madame la maire. Mais ne fallait-il pas s'interroger plus à fond sur notre politique de logement à l'heure du numérique, de la construction de la métropole et du logement vu comme un service global? Je parlais aussi des absences, de ce qui manque dans ce document. C'est d'abord le contexte, et notamment la politique du gouvernement. Sauf pour la critiquer, c'est toujours plus facile de s'opposer, d'ailleurs, dans toutes les instances, je le sais bien. Rien sur la fiscalité écologique ambitieuse. Rien sur la fiscalité écologique ambitieuse, qui vaut tant de reproches aujourd'hui et que vous devriez soutenir. La formation politique à laquelle vous appartenez, Madame la maire, laisse entendre qu'elle appelle à manifester le 17 novembre et se fait le relais du lobby du diesel au Sénat comme à l'Assemblée nationale. Je l'ai constaté. Cela me semble peu compatible avec vos propres positions. Des remarques acerbes, en revanche, ne manquent pas
sur la suppression de la taxe d'habitation, malgré le gain en pouvoir d'achat pour les ménages et l'annonce d'une réforme pourtant tant attendue de la fiscalité en 2019. Vous la traitez d'ailleurs de jeu de bon taux, avant même de connaître son contenu. Monsieur Moudinque, le président de l'association des grandes villes, adopte une position bien plus constructive. Rien non plus sur un fait simple. L'État redevient le principal contributeur à la réduction du déficit public. Ce ne sont plus les collectivités locales qui sont forcées à y remédier. Je ne nie pas que vous faites des propositions en matière de fiscalité locale, et parfois intéressantes. Mais la description du contexte national est si biaisée et si partiale qu'elles ne peuvent nourrir sereinement le débat. Ce qui me perturbe le plus, c'est une deuxième absence de taille, celui de votre ouvrage Respirer. Je reconnais la méthode d'élaboration de ce document. Il faut collecter toutes les informations venues de différents cabinets, d'adjoints, les collationner, obtenir un premier jet du cabinet de l'adjoint en finances ou de celui de la maire, le recorriger, vous le faire relire. Je connais ça par cœur. Mais ce n'est pas un document inspiré directement par vos valeurs, par votre projet intime, par le cœur battant de votre philosophie. En réalité, il ne vient pas vraiment de vous et c'est tout le problème. Car la seule ligne de force de cette communication, c'est la force des habitudes. Où est l'urgence écologique qui devrait guider vos orientations budgétaires? Où sont vos propositions? Où se nichent vos convictions ici? Nulle part. Pourquoi rédiger un ouvrage si c'est pour le voir effacé par le ronron des réunions du Conseil de Paris, le train-train des textes juridiques et politiques, le rythme inaltérable de la machine bureaucratique? Si l'heure est grave, pourquoi ne pas renverser la table, changer l'ordre des priorités, abandonner les projets qui ont échoué et en relancer d'autres? Et évidemment, il y a un décalage entre les paroles et les actes qui est parfois la source du désamour des citoyens pour la politique. Nous sommes loin de l'agilité requise par les accélérations du monde contemporain. Madame la maire, vous le savez, je ne crois pas que la ville de Paris soit la Grèce à l'époque de sa faillite. Je ne l'ai jamais cru. Comparé à d'autres grandes villes, Paris n'a pas à rougir en termes de gestion. Surtout qu'il ne faut pas oublier qu'elle est aussi un département, et on l'oublie souvent dans les comparaisons, qui du coup valent moins. Bien sûr, on peut toujours s'améliorer. Respecter les 12 ans de remboursement de la dette ne sera pas facile. C'est un euphémisme si toutes les recettes ne sont pas au rendez-vous et si les dépenses de personnel continuent leur vive progression. Respecter cette limite exigera des choix radicaux pour l'investissement, moins se disperser dans toutes les directions, avec certains projets du budget participatif qui sont parfois en panne, et assumer plus nettement quelques priorités. Et chiche, d'abord l'urgence écologique. Bien sûr, je me réjouis de voir aboutir 2 changements que je laisserai lancer et porter, vous l'avez dit, le vote par fonction, comme pour l'État, où les missions apparaissent mieux, et la certification des comptes. Cependant, dans l'attente du budget, au regard des remarques que j'ai exprimées dans mon intervention, notamment sur la réalité du contexte national, la cohérence des engagements, la meilleure priorisation des investissements, le groupe s'abstiendra sur ce DOB.